À la une de l'actualité, l'audience du chef de l'État accordée à une délégation des médiateurs des pays de l'UEMOA au cœur des échanges de la résolution de la crise dans le nord du Mali. Le système sanitaire moderne ivoirien réalise un bond en avant avec la réussite de la première greffe rénale. C'est une première en Afrique de l'Ouest. On en parle avec le professeur Nyonsae dans cette édition. Et puis, cérémonie d'ouverture de l'atelier sur la liberté d'information et les enjeux du MCC en présence du ministre de la Communication à Grand Bassam. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous sur TI1 et bienvenue dans le 20h. Une délégation des médiateurs des pays de l'UEMOA est venue aujourd'hui rencontrer le président de la République, Alassane Ouattara, président en exercice de la CEDEAO au palais présidentiel. L'association des médiateurs des pays de l'UEMOA veut apporter sa contribution à la résolution de la crise dans le nord du Mali. Le point avec Viviane Haïm. C'est une délégation du bureau de l'association des médiateurs des pays de l'UEMOA, en abrégé AMPUEMOA, conduite par son président, le médiateur de la République du Bénin, M. Albert Tevodjere, et comprenant le médiateur de la République du Mali, M. Diango Sissoko, et le médiateur de la République de Côte d'Ivoire, M. Ngolo Koulibaly, qui a été reçu ce jeudi 27 septembre en fin de matinée par le président de la République, Alassane Ouattara. Cette délégation de l'association des médiateurs des pays de l'UEMOA est venue rendre compte au président de la République, président en exercice de la CEDEAO, de l'initiative qu'elle a prise en se rendant à Bamako, la capitale malienne, les 24 et 25 septembre dernier, pour rencontrer et avoir des échanges de vues avec les principaux acteurs et responsables impliqués dans le processus de résolution de la crise dans le Nord Mali. Notre rôle à nous n'est pas d'encombrer la négociation, c'est de l'aider. Et nous avons apporté quelques idées à notre président afin qu'il puisse mieux gérer un dossier particulièrement difficile pour toute la sous-région. Donc, nous avons apporté la nécessité absolue de travailler sur les esprits, de travailler sur l'opinion et de voir en sorte que le Mali exprime véritablement la dénonciation de l'agression qu'il subit, la dénonciation des violations des droits de l'homme, la dénonciation d'une interprétation islamique qui n'a rien à voir avec les valeurs partagées et la pratique largement partagée dans le monde du Coran et de l'islam. Et nous avons donc insisté pour que l'opinion malienne s'exprime mieux, davantage, qu'il faut l'aider à cela. Les femmes maliennes nous ont remis une déclaration qui montre très clairement leur mobilisation dans ce sens. Deuxièmement, il y a des instances islamiques qui interprètent vraiment le Coran. Il y a une conférence islamique, il y a une banque islamique, il y a les ligues de la société de la Croix-Rouge, il y a du Croissant-Rouge. Tout ce monde ne dit rien pour l'instant. Il faut demander au président d'aider à ce que ces instances s'expriment. Nous avons demandé à ce que le forum qui va se tenir bientôt entre Maliens soit l'occasion de lancer une mobilisation de résistance intérieure. Cette mobilisation permettra aux étrangers, aux partenaires, aux Africains de soutenir la résistance malienne. Alors ce sont là un certain nombre de choses que nous avons dites. Nous l'avons dites à un président qui était vraiment heureux de nous entendre. L'association des médiateurs des pays de l'UEMOA qui souhaite soutenir les efforts déjà en cours en vue de trouver une solution à cette crise a sollicité auprès du président en exercice de la CEDEAO d'avoir un statut d'observateur dans les négociations conduites sous l'égide de l'organisation régionale ouest-africaine. Justement, parlant de la crise malienne lors de la 67e Assemblée générale de l'ONU, Assemblée générale de l'ONU, donc à New York, hier, le Premier ministre malien, Cheikh Modibo Diarra, a rappelé que Bamako souhaitait le feu vert de l'ONU à l'envoi de troupes ouest-africaines pour participer à la reconquête du nord du pays. Cette demande pressante a été relayée par plusieurs responsables africains et par le président français, mais d'autres se sont montrés plus prudents, comme le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, qui s'inquiète notamment des conséquences humanitaires.
La 42e promotion 2010-2012 des élèves sous-officiers, officiers et commissaires de police sera présentée au drapeau demain. La promotion intègre ainsi la famille de la police nationale ivoirienne après avoir parachevé sa formation de base. La cérémonie de présentation de ces nouveaux policiers se fera à l'école de police en présence du chef de l'État, chef suprême des armées, Abou Sanogo. Après avoir parachevé leur formation commune de base, 1573 nouveaux policiers intégreront ce vendredi la grande famille de la police nationale. Ils seront présentés au drapeau au président de la République, chef suprême des armées. Déjà, les préparatifs vont bon train. L'école nationale de police refait sa toilette. Tous les bâtiments présentent un nouveau visage. Les stagiaires s'activent dans le nettoyage des espaces. Pour le rendez-vous de ce vendredi, rien n'a été négligé. Pelouse tendue. Les rues de l'école nationale de police sont pavoisées. Les sous-officiers, officiers et commissaires ont reçu leur tenue de sortie. Tous ont été déclarés aptes et ont suivi leur formation militaire et policière. Pour le général Alain Yaobrou, directeur de la formation et de l'école nationale de police, la nouvelle vision de la police est basée sur l'excellence. La promotion 2010-2012 comprend 1243 sous-officiers, 288 officiers et 43 commissaires. Parmi eux, 21 ont été recalés et 87 radiés pour insuffisance de résultats. Créée en 1967, l'école nationale de police est bâtie sur une superficie d'environ 17 hectares. Pour parler donc des dispositions pratiques de cet événement, nous recevons le général Alain Yaobrou, directeur de la formation et de l'école nationale de police. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, comment va se dérouler l'événement de demain? Je voudrais vous dire merci et remercier monsieur le directeur général de la RTI au nom du ministre d'État, ministre de l'Intérieur, du directeur général de la police nationale, et rectifier quelque chose d'abord. Il ne s'agit pas d'une présentation au drapeau, il s'agit de la cérémonie de baptême et de remise d'épaulettes, voilà, aux élèves sous-officiers, officiers et commissaires. Et comme vous l'avez dit, c'est en présence de monsieur le président de la République, chef suprême des armées, et de la grande chancelière de l'ordre national, qui est la marraine de la promotion. D'accord. Les dispositions pratiques. La disposition pratique, vous savez que le président de la République est d'une ponctualité déconcertante. Et donc, demain, très tôt, à 6h30 déjà, nous ouvrons les portes de l'école. Et pour toutes les personnes qui voudraient participer à cette cérémonie, parents, amis, l'entrée à l'école se fait par l'entrée secondaire, c'est-à-dire par la rue des Jardins. L'entrée officielle de la grande entrée de l'école nationale de police est réservée au président de la République, au président des institutions, aux membres du gouvernement. Donc, toutes les personnes qui veulent y assister sont priées de prendre toutes les dispositions pour être très tôt à l'école. Le président de la République arrive à l'école à 10h pile. Et donc, commence effectivement le cérémonial militaire. Il y aura d'abord les honneurs qui seront rendus au président de la République. Ensuite, il y aura la cérémonie de baptême proprement dite. Il y aura donc la fin de la cérémonie sera ponctuée par un grand défilé. Et la fin de la fin, j'allais dire, sera ponctuée par une unité spéciale que le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, a créée depuis son arrivée pour un certain nombre de missions. D'accord. Mon général, pour terminer, quel sens donner à ce genre de cérémonie, baptême de promotion, remise d'épaulettes? Quel sens donner à ces activités? Ben, le sens principal, c'est qu'il s'agit d'élèves qui ont fini leur formation et après plusieurs mois, j'allais même dire d'années de labeur, récoltent les fruits de leurs efforts et entrent dans la grande famille pour l'armée, pour la police et pour d'autres corps. Donc il s'agit pour nous d'accueillir plus de 1500 nouveaux policiers qui, comme je l'espère, viendront diminuer les problèmes des Ivoiriens de 1500 et non les multiplier par 1500. Donc il s'agit pour ces élèves une très grande cérémonie parce que ça leur permet désormais d'être appelés policiers au lieu d'être appelés élèves officiers, élèves commissaires ou élèves sous-officiers. Merci à vous, mon général Yaobrou, pour avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le directeur de la formation et de l'école nationale de
police. Le Millennium Challenge Corporation est un programme du gouvernement des États-Unis conçu par le Congrès américain pour contribuer à la réduction de la pauvreté dans le monde. Dans le cadre de l'éligibilité de la Côte d'Ivoire à ce programme, le ministère de la Communication organise depuis ce matin jusqu'à demain à Grand Bassam un atelier autour du thème « Liberté d'information et enjeux du MCC en Côte d'Ivoire ». Le témoignage est signé Patricia Omouetia. À l'initiative du ministère de la Communication, un atelier portant sur le thème « Liberté d'information et enjeux du MCC » va réunir durant 2 jours des représentants d'institutions de la République, des ministères et organisations nationales et internationales, ainsi que des professionnels et partenaires des médias et les membres de la société civile. L'objectif de cette rencontre est de contribuer à l'amélioration de l'indicateur relatif à la liberté d'information à travers l'appropriation par toutes les parties prenantes des principes et des mécanismes qui garantissent la bonne gouvernance en Côte d'Ivoire. L'éligibilité au MCC ouvre la voie à des dons importants pouvant aller jusqu'à 400 milliards de francs CFA. Vous aurez, de notre point de vue, adressé sans complaisance un état des lieux de la liberté d'information et à identifier les mécanismes de protection en la matière afin de garantir l'accès équitable à l'information de l'ensemble des acteurs et des populations de manière spécifique. Tout l'intérêt du présent atelier se trouve ici. Conçu par le Congrès américain en janvier 2004, le Millennium Challenge Corporation, MCC, est un programme du gouvernement des États-Unis. Il vise à lutter contre la pauvreté dans le monde à travers la croissance économique dans les pays en voie de développement. La Côte d'Ivoire a mis en place, le 9 septembre 2011, un comité national pour être éligible au programme MCC qui requiert des conditions de bonne gouvernance. Au nombre de 20, ces indicateurs sont entre autres les droits politiques et libertés civiques, la liberté d'information, l'efficacité gouvernementale, l'état de droit et le contrôle de la corruption. Leur nombre, les étudiants de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody peuvent maintenant s'inscrire. Ce processus d'inscription a démarré aujourd'hui même par l'étape de l'enrôlement physique. Cette étape consiste à prendre la photo et les empreintes digitales de l'étudiant en vue de confectionner sa carte d'étudiant. Ce n'est qu'après cette étape d'enrôlement que l'étudiant pourra payer son droit d'inscription et retirer sa carte d'étudiant. Pour l'enrôlement, 500 étudiants sont concernés par jour selon un programme établi par les services de la scolarité centrale de l'université Félix Houphouët-Boigny. Toutefois, ce n'est pas l'engouement du moins ça pour ce premier jour d'inscription. Pourtant, la rentrée universitaire est fixée au 15 octobre prochain par le Conseil des ministres tenu hier. La directrice de l'enseignement supérieur, le professeur Adoyi Krou-Viviane, a animé un point presse au centre des échanges, la proclamation des résultats des concours d'entrée à l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny et les dispositions prises par le ministère pour mettre un terme à la grève des étudiants de l'INPHB. Francis Boifo, Sylvie Touré. Face à la colère des parents d'élèves qui dénoncent les conditions d'organisation et de correction des épreuves relatives au concours d'entrée dans les écoles d'ingénieurs de l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny, la directrice générale de l'enseignement supérieur est montée au créneau ce mercredi. Ceux qu'on a recrutés en 2010 n'avaient pas tous le profil pour entrer à l'INPHB. Nous avons assisté en 2010 à 2 recrutements, un recrutement normal et un recrutement parallèle. Le nombre étant pléthorique, l'encadrement n'étant pas ce que ça devait être, on a connu 2 ans après, lorsque ces étudiants sont arrivés en 2e année de prépa pour passer le concours d'ingénieur, nous avons des 2, des 3, 4 de moyenne au niveau du concours. Nous ne pouvons pas accepter d'accepter ces étudiants-là en année d'ingénieur sous prétexte que les quotas, il y avait de la place. Et au directeur général de l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny, Kofi Nguessan, d'ajouter que des mesures exceptionnelles ont été prises pour permettre aux 200 étudiants récalés de poursuivre leurs études. Et donc nous avons rencontré les élèves des classes préparatoires de 2e année qui étaient dans cette situation. On a fait la proposition, il y a 3 voies. Ceux qui
acceptent d'aller s'inscrire à l'ENS pour devenir d'excellents profs de maths, d'excellents profs de physique, d'excellents profs de sciences naturelles, pourraient, à l'issue d'un test, d'un concours que l'ENS va organiser, rentrer en deuxième année à l'ENS. Ceux qui ont le profil pour entrer dans les filières courtes de l'INP choisiraient et une commission statuerait sur leur situation. Et puis, il y a le troisième cas, ceux qui accepteraient de redoubler. Au cours de cette rencontre avec la presse, le professeur Adoyi Kro-Viviane a donné les résultats du concours d'entrée à l'INPHB au titre de l'année académique 2012-2013. Elle précise que les résultats reflètent la valeur des candidats. Alors, sur les 650 places offertes, il y a 632 admis. Les admis au concours viennent de toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est l'excellence qui prime, c'est le travail qui prime. Ces résultats sont disponibles sur les sites internet de la Direction des examens et concours, du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, www.dorexa.edu.ci et sur celui de l'INPHB, www.inphb.edu.ci. La date de la rentrée est fixée au 1er octobre 2012. L'accent sera mis cette année sur l'excellence. Dans le chapitre santé, cette tournée du directeur général de la MUJEFSI dans la ville de l'intérieur de la Côte d'Ivoire pour la sensibilisation des mutualistes et les partenaires. Une tournée pour sensibiliser sur la réforme de levée des quotas de pharmacie. L'étape de la ville d'Aboisseau a permis au directeur de la MUJEFSI de lancer la reprise des prestations de la mutuelle dans la ville après 5 années de suspension. Doigt des lasers, Sylvie Touré. La mutuelle générale des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire reprend du service à Aboisseau après 5 années d'interruption des prestations. Une pharmacie de la localité vient d'être agréée. Le directeur général par intérim de la MUJEFSI a tenu à apporter lui-même l'information aux populations. Nous parlons donc d'une situation où la MUJEFSI était morte à Aboisseau et dans les localités environnantes, pour aujourd'hui voir cette MUJEFSI renaître. Chers médecins prescripteurs de la région d'Aboisseau, c'est également le lieu et le moment tout indiqué de vous prier de nous aider à pérenniser le service de la mutuelle par la qualité et la justesse de vos prescriptions. Un ouf de soulagement pour les mutualistes. Ma femme était obligée d'aller à Yamé pour pouvoir, disons, payer les médicaments et à son retour, elle a été victime d'une agression. Ça va nous permettre d'aller sur de nouvelles bases parce qu'il faut dire que nous avons beaucoup souffert pendant ces 5 années, je dirais même qu'il n'y avait même pas de service, il n'y avait rien et vraiment ce retour est salutaire pour nous. L'agrément d'une pharmacie à Aboisseau répond au souci du comité de gestion d'étendre son réseau de prestations afin de faciliter l'accès aux soins des mutualistes. Au cours des échanges avec les bénéficiaires d'Aboisseau, le directeur général par intérim, Lassine Touré, a exhorté les bénéficiaires à éviter la fraude sur les bons. C'est d'ailleurs l'objectif de la mission qu'il avait précédemment conduite à l'intérieur du pays, dans 10 villes, dont Yamoussoukro, Boisflé, Daloa, Gagnoa et Issia. Occasion pour lui de s'entretenir avec les prestataires quant aux préoccupations relatives à la mesure de levée des quotas. Le système sanitaire moderne ivoirien réalise un bond en avant avec la réussite de la première greffe rénale. C'est une première en Afrique subsaharienne. Des médecins ivoiriens qui réussissent à des greffes de reins. Les interventions se sont déroulées à l'Institut de cardiologie d'Abidjan-ICA. On en parle avec l'un des principaux acteurs de cet exploit, le professeur Nyonsae Apollinaire. Il est néphrologue. Bonsoir professeur. Bonsoir. Il y a une issue désormais dans le traitement de l'insuffisance rénale. Pourquoi aujourd'hui et pourquoi pas hier? Merci. Avant de répondre à votre question, je voudrais d'abord m'acquitter d'un devoir. Je voudrais d'abord remercier le chef de l'État qui a signé le décret autorisant la transplantation rénale en Côte d'Ivoire en janvier 2012. Pourquoi aujourd'hui? Parce qu'il faut que certaines conditions soient réunies avant qu'on ne fasse la transplantation rénale. Le temps qui nous est imparti ne suffit pas pour rentrer dans tous les détails, mais je suis disposé à répondre à toutes vos questions. Est-ce que ces 2 greffes réussies constituent la phase expérimentale?
ce n'est pas une phase expérimentale, c'est l'aboutissement de tout un processus. Ces 2 greffes réussies sont l'aboutissement de tout le travail qui a été effectué depuis une décennie et qui a permis de réaliser ces greffes aujourd'hui. Ce qui veut dire que vous pouvez faire des greffes encore et encore. Bien sûr. Est-ce que vous disposez suffisamment de moyens pour répondre à de nombreuses demandes de greffe? La Côte d'Ivoire dispose de ressources humaines suffisantes. La Côte d'Ivoire dispose d'infrastructures. Il suffit tout simplement de coordonner tous les efforts afin de pouvoir faire ce travail. Donc, bien sûr, cette première a été réalisée à l'Institut de cardiologie, mais nous espérons et nous savons très bien que le chef de l'État y a pensé. Nous savons que d'ici peu, nous pourrons disposer d'un centre pour consacrer essentiellement à la transplantation rénale. Professeur Nyonsaya, est-ce que cette nouvelle trouvaille est accessible à tous les Ivoiriens, à l'Ivoirien lambda en termes de coût? C'est notre souhait, puisque c'est la raison principale pour laquelle la première greffe a été réalisée dans une structure publique, afin de la rendre accessible à tous les Ivoiriens. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison que nous avons œuvré afin de pouvoir réaliser la greffe en Côte d'Ivoire. Parce qu'auparavant, les patients qui voudraient bénéficier d'une transplantation étaient obligés de s'expatrier, ce qui n'est pas accessible à toute la population. Si la greffe est pratiquée ici aujourd'hui, tous les patients qui nécessitent une transplantation pourront accéder à cette transplantation. Pour l'instant, on retient que cette transplantation est possible qu'à l'Institut de cardiologie d'Abidjan, c'est bien cela? Pour l'instant, la transplantation a été réalisée à l'Institut de cardiologie, mais rapidement, nous espérons, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les autorités y ont déjà pensé, rapidement, nous espérons disposer d'un centre qui sera consacré essentiellement à ce type d'activité. Merci à vous, professeur Nyonsaya, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes l'un des acteurs de ceux qui ont réussi à pouvoir faire des greffes en Afrique subsaharienne, notamment ici en Côte d'Ivoire. Je vous remercie. À la faveur de la célébration de la 32e journée mondiale du tourisme en Côte d'Ivoire, commémorée autour du thème énergie durable et développement durable, notre reporter Alexis Ouedraogo fait un gros plan sur les richesses touristiques de la localité de l'ouest de la Côte d'Ivoire. 10 jours dans l'ouest ivoirien. Trop peu de temps pour s'émerveiller de ce puissant vivier de richesses naturelles. La nature ici est généreuse, la faune, la flore, les richesses minières semblent illimitées. Des points qui nous auront séduits durant ce séjour, ces alliances interethniques entre peuples Yakuba, Malinké et Sénoufo, cette ambiance bon enfant qui célèbre l'unité de la Côte d'Ivoire. C'est d'ailleurs sur la base de ces alliances interethniques, confieront des sages, que plusieurs Yakuba auront été protégés par des Sénoufos durant la crise qu'a connue le pays. Il y a aussi ces spectacles insolites, notamment celui du village de Guepleu, où des battements de mains attirent des singes coquins et gourmands. Mieux, il y a ces sites touristiques qui vous laissent pantois sans voix. Cependant, plusieurs de ces petits paradis ont aujourd'hui besoin de réhabilitation. Il y a cependant, dans chacun des discours, une note d'espoir, la conviction que savourer ces paradis est encore possible. Je vous donne maintenant lecture de cette déclaration du gouvernement de la République du Ghana sur les récents développements en Côte d'Ivoire. Le gouvernement du Ghana exprime sa profonde préoccupation face aux récents développements en Côte d'Ivoire voisine, à savoir les multiples attaques qui auraient été perpétrées par des assaillants armés contre les postes de police et les camps de gendarmerie à Abidjan et à Noé, du côté ivoirien de la frontière d'Elubo. Ces développements ont eu pour conséquence la fermeture des frontières terrestres, aériennes et maritimes avec le Ghana le vendredi 21 septembre 2012. Nous sommes cependant heureux de noter qu'après observation des mouvements transfrontaliers entre les deux pays, son Excellence, Monsieur le président Alassane Ouattara a ordonné la réouverture de la frontière aérienne. Le gouvernement du Ghana reconnaît pleinement les défis que ces incidents signalés posent à la paix et à la sécurité, non seulement de la Côte d'Ivoire, mais également du Ghana, étant donné notre engagement commun constamment évoqué par les présidents de nos deux pays en faveur de la paix et de la sécurité. Le Ghana est particulièrement préoccupé par les affirmations répétées que ces incursions sont initiées à partir du Ghana.
Le gouvernement du Ghana reste déterminé et résolu pour que les deux pays enquêtent ensemble sur ces événements pour notre intérêt commun selon le protocole d'accord existant entre les services de sécurité de nos deux pays et en conformité avec notre responsabilité commune pour la sauvegarde de la paix. Nous tenons à répéter les assurances données au gouvernement et au peuple de Côte d'Ivoire en particulier et à la communauté internationale que le Ghana continuera de respecter le droit international. Nous tenons à souligner que le Ghana ne permettra pas que l'hospitalité offerte aux réfugiés de la Côte d'Ivoire soit interprétée comme une opportunité pour planifier et exécuter toute action tendant à porter atteinte à la souveraineté et aux efforts de paix et de réconciliation entrepris par le gouvernement ivoirien sous la direction engagée du président Alassane Ouattara. Le gouvernement du Ghana réaffirme à son insistance que les réfugiés et les demandeurs d'asile se conforment strictement aux lois du Ghana ainsi que les règles et conventions internationales, en particulier l'accord tripartite entre la Côte d'Ivoire, le Ghana et le HCR. Le gouvernement du Ghana réitère la disponibilité constante de ses services de sécurité à pleinement collaborer et à coopérer avec leurs homologues ivoiriens et par la même occasion à intensifier la coopération à travers le dialogue et le partage effectif des informations conduisant à l'application des lois nationales et internationales. C'est signé du ministère des Affaires étrangères et de l'intégration régionale de la République du Ghana. Voilà, c'est la fin de cette déclaration. Demain, 28 septembre, sera célébrée la journée mondiale de la rage, une maladie qui provoque un décès toutes les 10 minutes dans le monde. Je vous propose le message du gouvernement ivoirien à la faveur de cette journée. C'est avec Lassina Ouattara. La rage est une maladie provoquée par un virus infectant les animaux domestiques et sauvages, puis transmise à l'homme par la salive des animaux lors d'une morsure ou griffure. Présente sur tous les continents, 95% des cas humains de rage surviennent en Afrique et en Asie. 40% des personnes qui contractent la rage sont des enfants de moins de 15 ans. Elle touche les populations pauvres et vulnérables en milieu rural, mais de plus en plus en milieu urbain. Lorsque les symptômes apparaissent, la rage est presque toujours mortelle. En Côte d'Ivoire, en 2012, 12 décès par la rage ont été enregistrés, d'où l'invitation des populations à se mobiliser dans la lutte. Je voudrais, au nom du ministre de la Santé et en mon nom propre, vous exhorter à l'occasion de la journée mondiale de la rage, prévue pour ce vendredi 28 septembre 2012, à observer les gestes simples qui sauvent, notamment faire vacciner annuellement vos animaux de compagnie, chiens, chats, singes et mangoustes contre la rage, signaler tout cas d'animaux suspects, à savoir les animaux mordeurs ou très agressifs, au service vétérinaire. Évitez les morsures d'animaux. Vous rendre immédiatement dans le centre de santé le plus proche après une morsure pour recevoir un vaccin contre la rage et faire suivre l'animal mordeur au centre antirabique vétérinaire ou dans une clinique vétérinaire. De même qu'il existe une prévention en vaccinant les animaux, surtout les chiens, à l'origine de la majorité des cas, il existe pour l'homme un vaccin. Le ministre Niami Nkono s'est prononcé aujourd'hui sur l'opération d'identification des fonctionnaires et agents de l'État, opération qui a démarré le 10 septembre dernier pour prendre fin le 30 septembre prochain. À 3 jours de la fin de cette opération, le ministre lance un dernier appel aux 5000 fonctionnaires qui tardent à se faire identifier, nous dit Victorine Yaoyobwe. Depuis le 10 septembre dernier, une opération d'identification des fonctionnaires et agents de l'État a été lancée par le ministère de la fonction publique et de la réforme administrative. Chaque fonctionnaire a jusqu'au dimanche 30 septembre 2012 pour préciser à sa tutelle son ministère employeur, son service et la localité dans laquelle il est en fonction. Pas besoin de se déplacer, il suffit de se faire recenser en ligne sur le site sigfae@fonctionpublique.ci. En 17 jours, 134 732 fonctionnaires se sont fait identifier sur un effectif attendu de 139 336 au terme de l'opération. Les quelques 5000 retardataires ont encore 3 jours pour le faire. Pour ceux des fonctionnaires qui seraient dans des zones où ils n'auront pas accès à Internet, ils peuvent solliciter l'aide de leurs collègues
car à partir du 15 octobre jusqu'au 30 novembre 2012, sous leur responsabilité administrative et juridique, successivement, les ministres, les présidents d'institutions, les directeurs généraux, les directeurs, les sous-directeurs, les chefs de service et autres chefs d'établissement devront confirmer cette identification par la notation individuelle des fonctionnaires et agents de l'État placés directement sous leur autorité. À l'issue de cette phase, un fonctionnaire non identifié et non noté verra son salaire automatiquement mis sous contrôle. Le ministre Niamey Kona explique que les informations sollicitées serviront à actualiser la base de données retraçant la situation administrative de chaque fonctionnaire, ce qui fait penser à un recensement bis, puisque c'est la deuxième fois en un an que fonctionnaires et agents de l'État sont invités à se faire identifier. Les informations recueillies permettront à mon département de reprendre le processus d'évaluation des fonctionnaires et agents de l'État par la notation qui sera désormais en ligne. Contrairement à la procédure passée qui était manuelle, donc laborieuse et comme vous le savez finalement abandonnée. Ceci aura pour conséquence la reprise de l'avancement indiciaire des hauts fonctionnaires de la catégorie A du grade A4 et suivant. Toutes ces réformes, selon le ministre Niamey Kona, pour relever le défi d'une administration moderne, efficace et transparente, condition pour une Côte d'Ivoire émergente à l'horizon 2020. Le ministère de la Promotion de la Jeunesse et du Service civique, en collaboration avec la conférence des ministres de la Jeunesse, des Sports et de la Francophonie, renforce la capacité des cadres du ministère. La formation porte sur l'entrepreneuriat des jeunes. Les séminaristes vont servir de relais pour la prise en charge des jeunes sur le terrain. Cette formation vise à outiller les cadres de la jeunesse dans les techniques d'élaboration des plans d'affaires, du contrôle et de suivi-évaluation des micro-unités de production. La formation va durer 5 jours. Autre sujet, les communautés Hatchan, propriétaires terriens du district d'Abidjan, se sont retrouvés aujourd'hui pour marquer leur adhésion au processus de réconciliation initié par le président Alassane Ouattara après la crise post-électorale. La cérémonie a eu lieu à Anokwa Kouté, dans la commune d'Abobo. Le compte-rendu est signé David Gouedamobio. À chacun et à chacune de nous, tu interroges, qu'avez-vous fait de ma Côte d'Ivoire? Je vous ai donné un pays où coule le lait et le miel, un pays de prospérité, un pays de bonheur, un pays d'amour, de fraternité, de paix. Mais, qu'en avez-vous fait? C'était en réalité une cérémonie de repentance des communautés ébriées et acquiées, une cérémonie qui marque la réelle volonté de s'inscrire résolument dans le processus de paix initié par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, après la crise post-électorale. Ce rendez-vous de la repentance à Anokwa Kouté est donc plein de sens, selon l'initiateur, le pardon, rien que le pardon. Le peuple acquis, le peuple ébrié, demande pardon à tous les hommes politiques si nous les avons offensés, à tous nos frères chrétiens si nous les avons offensés, aux musulmans si nous les avons offensés, aux forces de l'ordre si nous les avons offensés, à tout le peuple de Côte d'Ivoire, aux allogènes comme aux allochtones, nous demandons pardon. Le peuple acquis et le peuple ébrié disent aussi, et pour la seule gloire de Dieu, que si quelqu'un, par mégarde, nous a offensés, si quelqu'un nous a fait du mal, si quelqu'un nous a fait pleurer, les deux peuples disent
nous pardonnons. Plusieurs personnalités politiques, religieuses, administratives ont répondu à l'appel d'une Côte d'Ivoire désormais sur la voie de la cohésion sociale, sur la voie du vivre ensemble, avec la participation effective du peuple ébrié issu des 93 villages du district d'Abidjan. San Pedro, deuxième ville portuaire de la Côte d'Ivoire, veut amorcer un développement dans la cohésion et la paix. La population a organisé des journées de réconciliation présidées par le député maire de la commune, Nabo Clément. Femmes, hommes et jeunes ont pris part aux festivités d'un enthousiasme en affichant leur volonté d'être des acteurs de développement. Les détails avec Lassina Ouattara. Développement, paix et réconciliation, c'est ainsi que l'on pourrait résumer les journées organisées par les populations de San Pedro du 22 au 24 septembre dernier. Ces journées présidées par le député maire Nabo Clément, par ailleurs ministre des Eaux et Forêts, se voulaient des retrouvailles entre les communautés, les couches socio-professionnelles et les filles et fils de la région. Jeunes, hommes et femmes de la deuxième ville portuaire de Côte d'Ivoire ont dit leur attachement à la paix et à la cohésion sociale pour un développement harmonieux et durable. Pendant ces 3 jours, Nabo Clément a multiplié les rencontres avec les populations dans leur diversité. Le message a été le même, la contribution de tous au développement de la région. Il a par ailleurs indiqué la volonté du président de la République, Alassane Ouattara, de placer San Pedro au nombre des villes modernes et développées à travers d'énormes investissements. Le préalable reste la cohésion sociale, chose qui selon lui est une réalité dans cette ville à fort potentiel touristique, culturel et surtout économique. Les jeunes ont pris une part active à ces journées de paix et de réconciliation à travers des tournois de football. Plusieurs compétitions organisées dans les quartiers ont permis de rapprocher et apprécier le talent des jeunes de San Pedro, championne de Côte d'Ivoire 2012. Nabo Clément a profité de ces rencontres pour faire des dons et soutenir les activités génératrices de revenus. Avant de refermer les portes de cette édition, revenons sur cette déclaration du gouvernement de la République du Ghana sur les récents développements en Côte d'Ivoire. Le gouvernement du Ghana exprime sa profonde préoccupation face aux récents développements en Côte d'Ivoire voisine, à savoir les multiples attaques qui auraient été perpétrées par des assaillants armés contre les postes de police et les camps de gendarmerie à Abidjan et à Noé, du côté ivoirien de la frontière de Lubo. Ces développements ont eu pour conséquence la fermeture des frontières terrestres, aériennes et maritimes avec le Ghana le vendredi 21 septembre 2012. Nous sommes cependant heureux de noter qu'après observation des mouvements transfrontaliers entre les deux pays, Son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara a ordonné la réouverture de la frontière aérienne. Le gouvernement du Ghana reconnaît pleinement les défis que ces incidents signalés posent à la paix et à la sécurité non seulement de la Côte d'Ivoire mais également du Ghana. Étant donné notre engagement commun, constamment évoqué par les présidents de nos deux pays en faveur de la paix et de la sécurité, le Ghana est particulièrement préoccupé par les affirmations répétées que ces incursions sont initiées à partir du Ghana. Le gouvernement du Ghana reste déterminé et résolu pour que les deux pays enquêtent ensemble sur ces événements pour notre intérêt commun selon le protocole d'accord existant entre les services de sécurité de nos deux pays et en conformité avec notre responsabilité commune pour la sauvegarde de la paix. Nous tenons à répéter les assurances données au gouvernement et au peuple de Côte d'Ivoire en particulier et à la communauté internationale que le Ghana continuera de respecter le droit international. Nous tenons à souligner que le Ghana ne permettra pas que l'hospitalité offerte aux réfugiés de la Côte d'Ivoire soit interprétée comme une opportunité pour planifier et exécuter toute action tendant à porter atteinte à la souveraineté et aux efforts de paix et de réconciliation entrepris par le gouvernement ivoirien sous la direction engagée du président Alassane Ouattara. Le gouvernement du Ghana réaffirme son insistance à que les réfugiés et les demandeurs d'asile se conforment strictement aux lois du Ghana ainsi que les règles et conventions internationales, en particulier l'accord tripartite entre la Côte d'Ivoire, le Ghana et le HCR. Le gouvernement du Ghana réitère la disponibilité constante de ses services de sécurité à pleinement collaborer et à coopérer avec leurs homologues ivoiriens et par la même occasion à intensifier la coopération à travers le dialogue et le partage effectif des informations conduisant à l'application des lois nationales et internationales. Déclaration du ministère des Affaires étrangères et de l'intégration régionale de la République du Ghana. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir.